Ok, y a pas que la politique dans la vie, les amis, c'est pas vrai la team. Y a plein de choses aussi comme la conquête spatiale, l'astrophysique. C'est cool ça, non? Moi, l'ancienne, j'aimais vraiment bien tout ce qui était conquête spatiale et tout. J'ai ce côté-là quand j'étais petit. J'étais ce genre de petit qui était un peu en mode genre, ouais, j'aime trop les étoiles et les supernovas. Je lisais Sciences et Vie Junior au CDI quand j'avais 13 ans. Et j'étais en mode, les différents types d'étoiles. Trop stylé. Waouh. Et j'ai ce truc, j'aime bien. J'aime bien l'astrophysique de manière générale. Et j'aime bien même un peu la conquête spatiale, même si ça sert un peu à rien. Et c'est vrai que plus ça va, plus je me dis, bon, peut-être que quitte à faire de la science, on devrait essayer de sauver la planète plutôt qu'aller faire le tour de la Lune. Mais bon, j'aime quand même bien. J'aime quand même bien tout ça. J'aime l'espace. Et d'ailleurs, moi, je fais partie de ces gens. Il y a des gens aller dans l'espace, ils sont en mode genre ah non ça m'angoisse, j'aimerais vraiment pas faire ça. Moi j'avoue si j'étais milliardaire, je payerais là pour aller faire un petit tour en apesanteur. Voilà. Voir la Terre depuis l'espace dans un petit vaisseau spatial là, ça doit être incroyable, ça doit être incroyable comme expérience. Moi c'est un truc j'avoue c'est un peu je trouve ça assez fascinant. Pourquoi je parle de ça? Parce que il y a une mission spatiale en ce moment, une mission lunaire même qui s'appelle Artemis 2 et j'ai pas trop suivi mais là en gros si j'ai bien compris ils ont fait le tour de la Lune comme ça clac. Et là ils reviennent et c'est du coup la mission. On a voyagé le plus loin de notre planète avec un vol habité de l'histoire de l'humanité. Donc c'est quand même un peu cool. Donc on va parler de ça et on va lire cet article du Monde qui résume un petit peu tout ça. Histoire de commencer tranquillement et parler de choses, voilà, faire autre chose que des interviews politiques. Voilà, on va satelliser Ribot, ça va faire Ribot dans l'espace. Oh non. Oh non. Non, non, non. Non. Accélération de zinzin au décollage, ça me terrifie. Bah ouais, hein, ça doit être flippant, hein, ça doit être flippant. Mais ça doit être super une fois que t'es en apesanteur comme ça là autour de la Terre et tu vois la Terre de l'extérieur, voir la Terre de l'extérieur, ça doit être exceptionnel comme truc. Ça doit vraiment être fou quoi. Je sais pas. Merci Shagline pour ton 21e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Plus de 50 ans qu'on n'avait pas fait un voyage pareil dans l'espace. Bah ouais, hein. Ça fait un moment. Ce matin, Maurice Chevalier expliquait qu'Artemis 2 avait atteint une distance proche de la Lune, jamais atteint par l'homme. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Au pire, si tu veux être en apesanteur, tu prends l'ascenseur. Après, il y a des trucs aussi où t'es juste en avion, et puis il descend à une certaine vitesse et ça te met en apesanteur. J'avais vu ça là. J'avais vu une émission, c'était Thomas Pesquet qui conduisait l'avion d'ailleurs, qui faisait ça. Je sais plus. Imo, le pire truc en termes écologiques et qui sert à rien, c'est pas les trucs qu'on envoie dans l'espace, c'est les gros télescopes qu'on fabrique au sol pour choper 3 photons d'une étoile dont tout le monde se branle. Toi, tu te branles des photons, toi. Onibaku, chercheur en lumière, docteur en lumière, littéralement, s'en bat les couilles des 3 photons d'une étoile. Alors si toi tu t'en bats les couilles des photons, c'est que vraiment tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Ah là là. Je pense que tu chiales toutes les larmes de ton corps quand tu vois ça. La Terre de l'extérieur, ouais, de fou. Hein. Moi, je sais pas, ça m'a toujours un peu passionné, ça. Puis même quand j'étais petit, je disais Tintin, tu vois, Objectif Lune, on a marché sur la Lune. J'étais un peu ce genre de gamin, quoi. Voilà. Bon, bref. Allez, on va lire l'article en tout cas. Ça risque d'être intéressant. Bon, on va regarder cette vidéo-là. Ça, elle est pas trop longue, elle dure que 10h10. Donc, je vous propose de la regarder. Voilà, ça fera un petit react. Bon, j'avance un peu. It was a beautiful ascent from Kennedy Space Center. React. One of those early events was the Proximity Operations demonstration, during which NASA astronaut Victor Glover, the Artemis II pilot, manually flew Orion after Non, on va pas faire ça. Regardez, c'est des images de l'espace. Non, on va lire l'article évidemment. On va lire l'article. Déjà vu dans l'avion, c'est beau. Bah ouais. De fou. Non, mais c'est un vrai sujet. Genre à Hawaï, ça détruit des montagnes sacrées pour aucun apport scientifique. Ah, bah probablement, mais ça après, je sais pas trop. Après, ils ont fait un nouveau télescope de zinzin, là, un radiotélescope en Chine. Je suis sûr qu'il est bien celui-là. Bon, allez, bref, on va lire l'article. C'est parti. Artemis 2 a remis le cap vers la Terre après avoir fait le tour de la Lune. Les 4 astronautes sont devenus lundi les humains ayant voyagé le plus loin de notre planète, en dépassant le record de 400 171 km. Vous avez rendu toute l'Amérique vraiment fière, leur a dit Donald Trump, qu'on emmerde, malgré tout. Voilà. Aucun être humain n'avait été aussi loin. Les 4 astronautes d'Artemis 2 ont battu lundi 6 avril à 20h, heure de Paris, le record de distance d'éloignement de la Terre, établi jusqu'ici à 400 171 km par l'équipage d'Apollo 13 en 1970. C'était il y a 56 ans. Hein. C'est fou ce qu'on a fait quand même dans les années 60-70. En termes d'exploration spatiale et de mission lunaire. Depuis, on n'a pas fait beaucoup mieux. Ça, je trouve ça assez dingue. Attendez, j'ai un problème de caméra. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais oui, c'est aussi, est-ce qu'on a franchement de la thune à mettre pour faire ça? À un moment donné, c'est pas forcément le truc le plus utile. Et si on le fait évidemment beaucoup dans les années 60, c'est parce qu'il y avait la guerre froide et c'était un peu le concours de bits entre l'URSS et les États-Unis. Mais ça, ça nous a quand même amené à marcher sur la Lune et faire des trucs que moi je trouve plutôt stylés, quoi. En tant qu'humain, je suis quand même un peu fier de faire ça, voilà. Même si ça sert un peu à rien, j'ai quand même ma fierté d'humain où je dis, ah, quand même.
On a été sur la Lune. C'est fou ça. C'est quand même incroyable. Peut-être que c'est pas très utile, mais je trouve que c'est quand même incroyable. Et est-ce que c'est beaucoup plus... En termes d'argent investi par rapport à des résultats, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de pire ? Certes, si on mettait toute cette recherche scientifique pour aller faire les infrastructures écologiques de demain, ça serait mieux. Mais je veux dire, il y a tellement de trucs qui vont pas du tout sur notre manière de fonctionner. Voilà, faire une petite mission spatiale de temps en temps, aller marcher sur la Lune de temps en temps. Moi, je peux imaginer un monde utopiste où on vit sur une planète de manière durable et on continue à faire des petits trucs comme ça de temps en temps quand même. Non ? En vrai, on fait beaucoup mieux, mais on s'en branle d'envoyer des gens. Les rovers qu'on envoie sur Mars, c'est des bijoux en termes de capteurs et des humains feront rien de plus. Ah ouais ? Tu trouves ça plus stylé l'exploration d'envoyer des robots sur Mars que d'envoyer des hommes dans l'espace ? Remarque, ouais, c'est peut-être plus stylé technologiquement. Mais après, il y a le côté astronaute, quoi. C'est quand même fou, quoi. Je sais pas. Du coup, les magas comploplatistes qui pensent qu'on n'a pas été sur la Lune, ils sont perdus, non ? J'avoue, je sais pas ce qu'ils en pensent. J'avais pas pensé à ça. Bon, je sais pas. Après, il y a plein de technologies utiles sur la Terre qu'on a débloquées dans la recherche spatiale, ça ruisselle un peu. Ouais, voilà, c'est ce que je me dis. Il y aura toujours un peu d'espace, je pense, pour l'exploration spatiale et l'astrophysique, hein, dans tous les cas. C'est quand même cool, quoi. Et puis bon, là, l'exploration spatiale, envoyer des vols habités, c'est une chose. Mais je veux dire, comprendre l'univers, comprendre le fonctionnement de l'univers, ça se fait quand même beaucoup en observant le ciel, en observant l'espace et en faisant de l'astrophysique, quoi. Voilà. Et ça permet quand même d'apprendre des choses sur la formation de l'univers et sur ce que c'est que notre humanité, quoi. Ça, pour moi, il y a un besoin humain de recherche scientifique qui peut passer soit par l'exploration spatiale ou en tout cas par l'astrophysique. Et ça, c'est pas inutile de le faire, dans tous les cas. Ce genre de mission, je sais pas, c'est peut-être un peu de la branlette, entre guillemets, mais moi, c'est quand même de la branlette que j'aime bien. Voilà. Bref, les astronautes d'Artemis 2 ont même déjà amélioré ce record en s'aventurant à 405 580 km de la planète bleue. La mission Artemis 2, qui a décollé ce 2 avril, a effectué dans la nuit du lundi à mardi, donc c'était cette nuit, un vol autour de la Lune, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 50 ans. À bord du vaisseau Orion se trouvent 3 Américains, Red Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, et un Canadien, Jeremy Hansen. Peu avant 1h du matin, donc on parle toujours en heure française, heure de Paris, ils ont commencé à passer derrière la Lune, devenant injoignables pour environ 40 minutes. Rendez-vous de l'autre côté, avait déclaré l'astronaute Victor Glover depuis le vaisseau Orion, peu auparavant dans un échange avec le centre de contrôle à Houston. Nous continuons à ressentir votre amour depuis la Lune, avait-il ajouté après avoir évoqué le message d'amour du Christ. Ok, pourquoi pas. C'est cool. Ça va être fou quand même. T'es là, t'es un astronaute, t'es en mode genre, ok, on se revoit dans 40 minutes, on va passer du côté obscur de la Lune. Dark side of the moon. C'est fou quand même, genre. Ça devait être super émouvant pour eux, ce passage-là. 40 minutes plus tard, la NASA a annoncé avoir rétabli le contact. En allumant les moteurs vers la Lune, j'ai dit que nous ne quittions pas la Terre, et c'est vrai. A déclaré l'astronaute Christiana Koch dans un message transmis par l'agence spatiale américaine. Nous explorerons, nous construirons des vaisseaux, nous reviendrons, nous construirons des bases scientifiques, nous serons source d'inspiration, nous choisirons toujours la Terre. C'est-à-dire quoi, nous choisirons toujours la Terre ? Bah oui, ils vont pas choisir d'aller habiter tout seul sur la Lune. Quand même. L'aérospatiale, c'est un peu la Formule 1 de la recherche scientifique, ça tire l'innovation scientifique vers le haut, même si en soi, c'est pas si utile. Ouais, moi je vois ça aussi un peu comme ça. Dans tous les cas, c'est cool. Dans tous les cas, c'est stylé. Et on peut le dire, dans tous les cas, c'est stylé. Voilà. Ça se prononce Cook, dixit l'astronaute, quand on lui demande comment on doit prononcer son nom. Ok, donc c'est Christina Cook. Koch. Coq. Cook. On va dire Cook, du coup. Ok, donc voilà, une petite photo de la Lune. La Lune entièrement éclairée le 6 avril 2026. La face visible, l'hémisphère que nous observons de la Terre à droite, se reconnaît aux taches sombres qui recouvrent sa surface. Ok. Il s'agit d'anciennes coulées de lave datant d'une période précoce de l'histoire de la Lune, lorsqu'elle était encore en activité volcanique. Le grand cratère situé à l'ouest des coulées de lave est le bassin oriental, de près de 965 km de large, qui s'étend à cheval sur la face visible et la face cachée de la Lune. La moitié gauche du bassin n'est pas visible de la Terre, mais cette image vous offre une vue complète du cratère. Tout ce qui se trouve à gauche du cratère correspond à la face cachée. L'hémisphère que nous ne pouvons pas voir de la Terre, car la Lune tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de nous. Et oui, voilà, il y a une face cachée parce que il y a un endroit qu'on voit jamais, ou quand on le voit, il n'est pas éclairé par le soleil, donc du coup on le voit pas, quoi. Ok, intéressant. Citation. Alors que nous surpassons la distance la plus grande jamais parcourue par l'humanité à partir de la Terre, nous le faisons en rendant hommage aux efforts et aux exploits extraordinaires de nos prédécesseurs, avait déclaré plus tôt M. Hansen en direct. Surtout, nous choisissons ce moment pour lancer un défi à notre génération et à la suivante, afin de nous assurer que ce record soit de courte durée. Les astronautes ont découvert la face cachée de la Lune, celle qui n'est jamais visible de la Terre. Les fenêtres d'Orion étant petites, les astronautes se sont relayés par équipe de 2 toutes les 55 à 85 minutes pour faire leurs observations. Collés au hublot pendant près de 7 heures, ils ont bénéficié d'une perspective inédite pour observer la Lune. Plus élevée que la vue plus écrasée de leurs prédécesseurs d'Apollo,
à une centaine de kilomètres. Ok. On la voit jamais, même pas éclairée par le soleil parce qu'il est de l'autre côté. Ouais, c'est ce que je disais. Oui, on la voit jamais. Quoi? Non, il y a une partie qu'on voit jamais. C'est même pas parce qu'elle est pas éclairée par le soleil, c'est juste qu'on la voit jamais. Ok, oui, pardon, désolé. J'ai tout mélangé. Ah, je suis fatigué, pardon, j'ai pas encore bu mon 3e café. Les gus sont 25/10 aux yeux pour cette mission. Bah ouais. Et surtout que ça donne l'impression qu'ils l'observent. Comment c'est écrit, c'est marrant quoi. C'est juste l'impression qu'ils regardent par le hublot comme ça, qu'ils sont genre waouh. Et le hublot est plus grand que la dernière fois, du coup ils voient mieux. Mais c'est juste l'impression qu'ils l'observent comme ça, qu'ils regardent. Alors que j'imagine qu'ils prennent des photos, qu'ils utilisent des appareils quoi. Bon. Ok. Collés au hublot pendant près de 7 heures. Découvrant avec émerveillement les paysages lunaires, ils ont livré d'innombrables descriptions des reliefs ou encore des ombres brunes et verdâtres des cratères et du sol lunaire. On voit un très beau double cratère, on dirait un bonhomme de neige, a dépeint le pilote Victor Glover, devenu le premier astronaute noir à participer à une mission lunaire. Ah, c'est cool. C'est vraiment difficile à décrire, c'est incroyable. Bah oui, tu m'étonnes. Il a observé des régions de la face cachée qui n'étaient jamais apparues illuminées lors des missions Apollo, a confié l'agence France-Presse à la fin de cette journée historique. Jenny Gibbons, l'astronaute canadienne qui a assuré lundi toutes les communications avec l'équipage depuis la salle de contrôle de la NASA à Houston. Mais du coup, n'était jamais apparu. Non, c'est que là ils sont partis précisément à un moment donné où la face cachée elle était éclairée par le soleil du coup, pour pouvoir bien l'observer. Alors que pendant la mission Apollo, il y a certains endroits de la face cachée de la Lune. Bon, ils n'étaient pas éclairés, donc ils n'avaient jamais pu l'observer de visu comme ça, quoi. C'est bien ça? Ils ont retrouvé Ener, j'ai la ref. C'est ça? Ok, d'accord. Ce que je me disais, mais comment ils font pour l'éclairer? Ils ont des genres de phares, mais non, oui, c'est qu'ils sont partis au bon moment. Ils ont bien choisi le moment où un maximum de la face cachée était éclairée par le soleil quand même, pour pouvoir l'observer, quoi. Mais après, ça, c'est des trucs qu'on a déjà pu prendre des photos, j'imagine. Si on envoie des rovers sur Mars prendre des photos de Mars. J'imagine qu'il y a déjà des satellites autour de la Lune qui ont pris en photo toute la face cachée au moment où elle était illuminée, quoi. Juste là, c'est la première fois qu'on l'observe directement, quoi. C'est bien ça, oui, c'est ça, voilà. Donc c'est un peu pour le flex, c'est pour dire, des humains ont pu l'observer de leurs yeux, quoi. Ok, d'accord. Parce que du coup, ça permet des découvertes scientifiques ou des choses comme ça? Ou pas? Ou c'est vraiment juste pour le flex? C'est ça la question que je me pose. Parce qu'il y a des choses, t'as l'impression que c'est pour le flex, comme par exemple la fameuse l'ISS, la station spatiale internationale, où c'est juste pour histoire d'envoyer des gens en apesanteur, mais en fait ils profitent de l'apesanteur pour faire tout un tas d'études scientifiques et d'expériences scientifiques en apesanteur. Parce que du coup, les choses réagissent différemment quand c'est fait en apesanteur et quand c'est pas fait en apesanteur, quoi. Donc en fait, il y a une utilité scientifique à avoir l'ISS, à avoir des gens un petit peu en permanence en apesanteur parce qu'ils font des expériences. Mais là, du coup, il y a une utilité ou pas? C'est ça la question que je me pose. Là, c'est pour se préparer à l'installation de la base lunaire. Ok, d'accord. Oui, j'imagine que faire une base lunaire, pareil, tu peux faire des expériences qui sont différentes que à la fois en apesanteur ou à la fois avec la gravité terrestre, parce que c'est une gravité encore différente, quoi. Voilà. Ils sont micro-pesanteurs, non? J'imagine. Ouais. Non, c'est juste pour tester la capsule Orion pour les futures missions sur la Lune. Ok, d'accord, tout simplement. Pour tester comment des fibres optiques réagissent au rayonnement spatial. D'accord. Vous savez qui d'autre est en apesanteur? Calogero. Il vous riez pendant ce temps-là? Voilà, rêve de merde. Salut Basal, comment ça va? En apesanteur. Je l'ai. Le flex, il est surtout dans le fait de repositionner la capsule pour bien voir le drapeau US avec les caméras extérieures. Ah, ok. Oui, bon, de toute façon, j'imagine que derrière ça, c'est aussi un peu une opération de soft power américain pour dire, regardez, on a fait des trucs incroyables, et ça, c'est grâce à Donald Trump. Maintenant, on va péter des ponts et des centrales en Iran. Bon, bref. Ok. On va regarder on va lire la suite de l'article. Ils ont observé des régions de la face cachée, on l'a déjà lu, tatati tatata. Certaines des caractéristiques qu'Artemis 2 a observées et décrites aujourd'hui, aucun œil humain ne les avait jamais vues, a-t-elle expliqué. C'est la première fois que les caméras les plus sensibles au monde, à savoir les yeux humains, ont pu les observer. C'est les caméras les plus sensibles au monde, les yeux humains, ou c'est une façon de parler? Non, parce que on fait des télescopes qui voient de l'ultraviolet, de l'infrarouge, des trucs invisibles à l'œil nu. C'est pas vraiment la caméra la plus sensible au monde, hein. C'est une façon de parler. C'est pour dire, voilà, c'est la plus belle des caméras à la limite. Les yeux, c'est le reflet de l'âme. Oui, c'est pas la caméra la plus sensible du monde, hein. T'as des caméras qui ont une meilleure sensibilité que nous, qui voient mieux dans l'obscurité. Oui, n'importe quoi cette phrase. Non, mais c'est une façon de parler. C'est pour dire que le voir à l'œil nu et le voir avec des photos, c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, il y a un truc stylé, quoi. Voilà. Bon. Mais bon, effectivement, c'est que c'est un peu du flex tout ça. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Moi, c'est du flex qui me fait plaisir, hein. Merci le Mux pour ton 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup.
Ok. Leur survol leur a permis aussi d'assister à une éclipse solaire, le soleil disparaissant derrière la lune. Ça doit être incroyable pour le coup à voir. Alors, on peut le voir de la Terre. Hein. On peut le voir de la Terre. Je me souviens, il y avait eu une éclipse, je crois que c'était une éclipse totale. Quand j'étais petit, mais vraiment quand j'étais tout petit, j'ai un souvenir extrêmement flou de tout ça. On avait été dans un espèce de champ avec mes parents et mes sœurs. Et on avait les lunettes comme ça pour pouvoir observer le soleil sans se cramer les yeux. Et c'était l'éclipse totale, quoi. Où t'as vraiment d'un seul coup. En 99, voilà, c'est ça, j'avais 5 ans du coup. Ouais, c'est ça, c'était été 99. Et du coup, c'était vraiment la lune, 11 août 99, c'est bien ça. C'est vraiment la lune qui était passée pile poil devant le soleil. Dans ce coup, il se met à faire nuit pendant quelques minutes. Et tu vois vaguement qu'il y a le soleil derrière. Et c'était un truc de fou, hein. Sans se cramer les yeux, bah oui. J'y fus, bah moi j'y fus aussi hein, en 99. J'ai un souvenir extrêmement vague de tout ça. Parce que j'avais 5 ans. Mais j'ai un souvenir quand même. J'ai un très vague souvenir de ça. On était dans un espèce de champ. On avait été en voiture exprès, quoi. Je suis né ce jour-là. Trop stylé. Alors, ça, pour le coup, trop stylé d'être né le 11 août 1999, pile pour l'éclipse lunaire. Hein. Ça donne l'impression d'être un peu l'élu des dieux, quoi. J'ai toujours les lunettes. Non, c'est pas les lunettes rouges et bleues. Ça ressemble aux lunettes rouges et bleues. C'est les lunettes rectangulaires, comme ça, en carton un peu. Mais c'est pas c'était pas des lunettes bicolores. Les lunettes rouges et bleues, c'est pour la 3D au cinéma, là. Enfin, c'était. Ça se fait plus maintenant. Et c'était pas bicolore. C'était des lunettes un peu occultantes, comme des lunettes de soleil bizarres, quoi. Il y a une nouvelle observable à 100% occultation le 12 août. Ah ouais? Là, cette année? Cette année, le 12 août? Il y a un truc comme ça? Ouais, non, c'est du noir, c'est pas du rouge et bleu. On est d'accord. Comme des lunettes de soudure, c'est ça? En Espagne? Sérieux? Pas en France? Est-ce que j'irai pas en vacances en Espagne cette année juste pour ça? Ça, j'avoue, je trouve ça trop stylé. Au nord de l'Espagne, cette année. Comme celle en 99 en France. En France, ça sera à 90%. En France, ça sera pas total, mais il fera noir. Oh, trop bien! Il y a une éclipse comme ça. Parce que ça fait une éternité qu'il n'y a pas eu de grosse éclipse comme ça. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir observé une éclipse de mes yeux depuis ce fameux truc de 1999. Donc là, il y en a une autre cette année. 90%, j'imagine, c'est balèze de fou. Hein. Ok, donc ça, c'est l'éclipse du 11 août 99. Attendez. Hop là. Attendez, hop là, je veux dire. Je suis encore fatigué, mais je sens que je suis en train d'émerger. Bientôt, je serai plus fatigué. Ah. Donc ça, c'était le 11 août 99. D'accord. Donc quoi, là, je comprends pas le schéma. Là, c'est là où elle était totalement observable à 100%? C'est ça? C'est bien ça? Donc c'est-à-dire que si t'étais ici, tu la voyais pas à 100%. C'est que à ces endroits-là précisément où t'étais au bon angle exact. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai un souvenir qu'on avait fait un trajet en voiture, se posait dans un espèce de champ bizarre. Donc étant donné que moi j'habite pas loin de Paris là, vers les boucles de la Seine ici, on a dû aller soit par là, soit ici, en voiture, faire 2 heures de route là, juste pour aller voir l'éclipse. Ça devait être ça. Je me souviens pas du trajet en voiture, mais je me souviens qu'on avait pris la voiture et on s'était pas juste posé chez moi, qu'on avait fait un trajet pour aller l'observer à un endroit précis. Donc c'est pour ça, on a dû aller soit ici, vers Compiègne, Soissons, Reims, ou alors peut-être plus du côté derrière Rouen. Ouais, remarque, peut-être plus derrière Rouen. Avec la 13 là, c'est rapide. Ok. Faudrait que tu vois l'ombre d'une éclipse depuis l'espace pour comprendre, il y a des photos incroyables en plus. Bah ouais, hein. De fou. Attendez. Ah, c'est incroyable quand même. Hein. C'est fou. Il y a des images de ça? Bon, après, les images, bon, voilà, hein. T'es en mode, ok, super. Du coup, ça ressemble à ça, quoi. D'un coup, le ciel ressemble à ça. Mais ce qui devait être fou, c'est que des éclipses totales comme ça, il a dû y en avoir, enfin, il y en a toutes les X années, dans plein d'endroits du monde, régulièrement, il y en a. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous imaginez, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, t'es là, un humain tranquille, et d'un seul coup, tu vois ça. Tu savais pas, personne l'avait prédit. T'es là, minding your own business, tu te balades, d'un seul coup, tu vois la lune passer devant le soleil, et d'un seul coup, il fait nuit en plein jour, et il n'y a plus de soleil. Comment ça devait rendre zinzin? En plus, c'est certains humains qui étaient pile à l'endroit précis au bon moment. Vraiment, ils devaient être en mode genre, ça y est, c'est l'Armageddon, c'est la fin du monde, quoi. Tu m'étonnes qu'ils croyaient en 12 000 dieux, genre. Je pense que c'est inimaginable la sensation que devaient sentir les humains à l'époque qui ont assisté par hasard à des éclipses totales solaires, quoi. Bon, il y a 3000 ans, ils savaient les prévoir en Chine. Ouais, déjà un petit peu, ouais. Il faut sacrifier 150 enfants. Bah oui, bah comme dans Tintin, ouais, comme dans le Temple du Soleil, effectivement. Où ils sont en mode genre, oh parfait, il y a une éclipse pile à ce moment-là. On va pouvoir se sauver en faisant croire que le dieu du soleil est avec nous. Très bon twist, hein, au Temple du Soleil, en vrai. C'est là que tu vois que Tintin, quand même, il est très fort. Très très fort.
Bon, RG était un peu un nazi, mais bref, peu importe. De toute façon, la conquête spatiale, la Lune, les nazis, il y a un lien entre tout ça. Hein. Hélas. Werner von Braun, tout ça. Pour ceux qui savent pas, un des grands gars de la NASA, c'est un ancien nazi. C'était un mec qui faisait de la recherche pour les fusées, les réacteurs de fusée, pour Hitler directement. Hein. Et c'était vraiment en mode, il avait aucun souci avec Hitler. C'était pas en mode genre, il aimait pas les nazis, mais il était obligé de travailler pour eux. Non, il était très content de travailler pour Adolf Hitler sur des réacteurs de fusée, quoi. Et puis après, quand Hitler est mort et que les Alliés ont gagné la guerre, il y a des Américains qui sont arrivés en mode genre, il y a des bons scientifiques par ici, non ? Petit scientifique sympa là, le Werner von Braun, il est bien là, vous allez me le ramener aux États-Unis, il va nous aider à construire des fusées. Et du coup, après, il a fait sa vie tranquillement à la NASA et c'était un mec, il a fait les V3 aux USA exactement. C'est un mec important de la NASA, quoi. C'était un des grands chercheurs, un des grands scientifiques de la NASA au moment de la conquête spatiale et de la guerre froide, alors que le mec, 10 ans avant, il travaillait tranquillement pour Hitler, quoi. Voilà. Le prénom Elon, c'est une ref à un roman de Von Braun. Ok, d'accord. Bon, bah voilà, un nazi reconnaît nazi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ponts entre les nazis et la conquête spatiale. Hein. Que ce soit Elon Musk avec SpaceX, Werner von Braun à la NASA, il y a quand même beaucoup de trucs comme ça. Hein. Bizarre. Alors bon, ça veut pas dire que la conquête spatiale et que l'astrophysique c'est un truc de nazis. Mais bon, je sais pas, peut-être que les nazis et les fachos de manière générale, dans leur espèce de volonté de puissance absolue, ils se disent voilà, la conquête spatiale c'est un truc de volonté de puissance. Hein. Et d'ailleurs parfois tu as des espèces de gens d'extrême droite, libertariens bizarres, ils se disent prométhéens. Ils sont en mode le progrès humain, maximum, je suis prométhéen, nanani nanana, coloniser l'espace ça serait trop stylé parce que derrière ça il y a l'espèce de volonté de toute puissance qui est propre à l'idéologie, enfin qui est pas propre mais qui est consubstantielle de toute idéologie fasciste et nazie quoi. Voilà. Ce qui veut pas dire que la conquête spatiale par essence c'est un truc de nazi, voilà. Mais en tout cas peut-être qu'effectivement les nazis et les fascistes ils ont une tendance à plutôt trouver ça stylé parce qu'ils sont en mode il y a ce côté flex, voilà, le Übermensch, ils sont en mode pousser l'humain à son maximum. Sauf que bon, les nazis et les fachos, ils sont prêts à tuer tout le monde pour cette volonté de puissance. Alors que peut-être on peut trouver un truc à mi-chemin entre les deux, quoi. Voilà. Bref. Ok. Donc, leur survol leur a permis aussi d'assister à une éclipse solaire, c'est ce qu'on disait. Le soleil disparaissant derrière la Lune et un coucher puis un lever de terre derrière la Lune. Et ça doit être incroyable à voir. Moi, c'est peut-être ça que j'aimerais voir le plus. Quand j'étais en mode genre, un peu mon rêve d'aller dans l'espace et d'observer la Terre depuis l'espace, mais observer un Earthrise. Tu vois la Terre se lever derrière la Lune, ça doit être incroyable. Ça doit vraiment être incroyable comme sensation. Ça doit être genre vraiment tu sais plus qui t'es quoi. Leur retour aura lieu vendredi au large de la Californie où leur capsule Orion amerira ralentie par des parachutes. Ok. Y a pas une photo super connue qui s'appelle Earthrise justement qui a été prise sur la Lune à l'époque ? Je crois, hein. Attendez. Ça m'a envie de me replonger dans les trucs de science tout ça. Si voilà c'est ça, lever de terre. Non, mais c'est fou quand même. Il y a des gens, ils ont observé ça. Mais attends, mais c'est pas une photo, ça, si ? C'est une vraie photo, ça ? Attendez. Earthrise Revisited. On voit pas ? Non, mais attendez, j'ai pas envie de vous montrer de la merde. On dirait une fausse photo. Earthrise photographe. Non, levé de terre. Attends, on va aller sur Wikipédia directement, pardon. Voilà. Levé de terre, identifié et classé sous le code AS8-14-2383-HR par la NASA, est une photographie prise par William Anders le 24 décembre 68 durant la mission d'Apollo 8 vers la Lune. Apollo 8 ne s'étant pas posé sur la Lune, était alors en orbite lunaire. La photographie montre la Terre, partiellement dans l'ombre, avec au premier plan la surface lunaire à la manière d'un lever de soleil. Genre vraiment, tu vois ça. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Et ça, c'est une vraie photo aussi ? Elle a l'air fake, celle-là. C'est une vraie photo, ça, ou pas ? Mais t'es là sur la Lune, tu vois la Terre dépasser de l'horizon comme ça. Je sais pas, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Voilà. Non, c'est pas une vraie photo, ça. On est d'accord. Après, je sais pas si c'est sur Wikipédia. Machin revisited. Attendez. Trop proche pour être vrai, ouais, on est d'accord. Bon, bref. En tout cas, trop stylé, hein, de voir un lever de terre. Ouais, c'est un lever de terre. C'est vraiment stylé. Allez, du coup, j'en étais où ? On continue. Le président américain Donald Trump. Oh non, je suis en train de passer un bon moment là. Moi, genre, oh la science, c'est trop cool. Ça me rappelle quand j'étais petit, que j'étais un peu dans cette vibe-là tout le temps. Allez, on revient à Donald Trump. Le président américain Donald Trump a appelé lundi soir les 4 astronautes pour les féliciter après leur survol de la Lune. Aujourd'hui, vous êtes entrés dans l'histoire et vous avez rendu toute l'Amérique vraiment fière. Incroyablement fière, a-t-il lancé lors d'un appel vocal aux membres de l'équipage.
Enfin, t'imagines, t'es membre de l'équipage, t'es là en mode genre, waouh, je viens de voir une éclipse solaire et un lever de terre. Je fais partie des 4 êtres humains qui ont été le plus loin de la Terre ever. T'es là en train des étoiles plein les yeux au sens propre, au sens figuré. T'as ce connard de Donald Trump qui t'appelle pour te féliciter. T'es obligé de faire merci, monsieur le président des États-Unis d'Amérique. J'espère que vous n'allez pas trop bousiller l'Iran demain. Ah, quel enfer, hein. Quel enfer. Hein. Comme les trucs où je sais pas, t'as frôlé la mort parce que t'as été victime d'un attentat ou je ne sais quoi. Tu te réveilles, t'as Macron dans ta chambre d'hôpital comme genre bonjour, je suis à votre chevet. Je tiens à vous apporter mon plus grand soutien. T'es là en mode putain, j'ai frôlé la mort, il y a Macron qui vient faire sa com dans ma chambre d'hôpital. Allez, casse-toi. Ah bah alors c'est ça. Hein. Quand t'es quelqu'un de très très important, et bah t'as le revers de la médaille, hein, la rançon du succès, tu te retrouves à avoir des coups de fil des pires personnes sur Terre. Bon bah, ainsi soit-il. Hein. Voilà, quand François Hollande est allé au chevet de Théo, exactement, c'est à ça dont je pensais. Quel enfer. Hein. T'es là en mode genre c'est bon, j'ai déjà assez souffert. Vous m'envoyez le président de la République. C'est bon, le make-a-wish de merde a ramené John Cena. Mais oui, voilà. Exactement. Ah là là. Ok, vous êtes vraiment les pionniers de notre époque. Tous à saluer le président. Il s'est ensuite livré à un jeu de questions-réponses avec les astronautes, leur demandant notamment ce qu'ils avaient ressenti pendant la coupure des communications alors que le vaisseau passait derrière la Lune. J'ai fait une petite prière, puis j'ai dû continuer à avancer. J'étais en train d'enregistrer des observations scientifiques de la face cachée de la Lune, lui a répondu Victor Glover depuis le vaisseau Orion. Pour marquer ce jour historique, la NASA avait plutôt diffusé aux 4 astronautes un message de James Lovell, pionnier des missions Apollo 8 et Apollo 13, enregistré quelques mois avant sa disparition en 2025. Bonjour Artemis 2, ici John Lovell, astronaute d'Apollo. Bienvenue dans mon ancien quartier, a-t-il lancé, racontant ensuite son expérience. Voilà, bah ça c'est cool, ça c'est stylé. En mode un des pionniers des premières missions spatiales, pas longtemps avant de décéder, qui enregistre un petit message pour être en mode genre hey, yes, on a pavé les voies, vous allez plus loin que nous. Ça c'est stylé, c'est beaucoup plus stylé qu'un putain d'appel de Donald Trump quoi. Voilà. Bonjour, il y a des recherches scientifiques cette nuit, il y a eu 3 impacts sur la Lune et cela est observé depuis Artemis, transmis aux scientifiques à Houston. Ça on le savait pas ça? On l'a découvert maintenant, on n'avait jamais pris de photos comme ça? Trop cool. Stylé. Stylé de fou. Ok. Pour marquer ce jour historique, non, je viens de le lire. Lorsque Frank Borman, Bill Anders et moi avons orbité autour de la Lune à bord d'Apollo 8, nous avons offert à l'humanité sa première vision rapprochée de la Lune, une image qui a inspiré et enflammé les esprits du monde entier, a-t-il déclaré, confiant sa fierté de leur passer le flambeau en leur donnant même un conseil. Je sais que vous allez être très occupés, n'oubliez pas de profiter de la vue. En vrai, je trouve ça émouvant de fou en vrai. Je trouve ça vraiment émouvant. Premier degré, je suis ému qu'ils leur disent ça en mode genre ah, vous allez être occupés mais n'oubliez pas de profiter de la vue. N'oubliez pas de voilà. N'oubliez pas de profiter de ce moment que vous pouvez vivre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui peuvent vivre des choses comme ça. Je trouve ça premier degré émouvant. Vous savez ce que je trouve émouvant? Juste avant, il parle de Donald Trump. Donald Trump qui est en mode vous avez rendu toute l'Amérique vraiment fière, incroyablement fière. Donc il est obligé de mettre son nationalisme là-dedans, évidemment. Hein. Mais déjà à l'époque d'Apollo, c'était pareil. Hein. C'était sur fond de guerre froide. Le but c'était de montrer que les Américains étaient plus forts que les Soviétiques. Et pour les Soviétiques, ils étaient plus forts que les Américains. Certes. Mais à côté de ça, les scientifiques qui participent à cette mission, il n'a pas parlé des États-Unis, Bill Anders. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit nous avons offert à l'humanité sa première vision rapprochée de la Lune. Et moi, c'est ça que je trouve beau. Les espèces de dichotomie, vous voyez, entre d'un seul coup, entre d'un côté le président des États-Unis d'Amérique, qui est obligé de ramener ça aux États-Unis dans une logique nationaliste, et du coup l'ancien astronaute qui est en mode genre profitez-en bien, on vous passe le flambeau, voilà, on a offert à l'humanité ce qu'ils avaient jamais vu, et vous allez offrir à l'humanité la suite de ce rêve-là, quoi. C'est beau, je sais pas, je trouve ça vraiment beau, et le contraste entre l'horrible Donald Trump et Bill Anders qui est en plus décédé l'année dernière, comme on vous passe le flambeau, et qui lui voit ça par le prisme de l'humanité et pas juste des États-Unis d'Amérique. Franchement, je trouve ça assez émouvant. Voilà, je tiens à le dire. Ok, donc là on a une carte de la surface lunaire que les astronautes d'Apollo ont pu voir ou non depuis l'orbite basse qu'ils ont empruntée. Les parties sombres étant soit trop lointaines, soit non éclairées par le soleil pour que les équipages les observent. Ok. Attends, je comprends pas. Ah oui, donc ça c'était à l'époque de la mission Apollo là, donc la fameuse mission dont on parlait là, et donc toute la partie sombre ils ont pas pu le voir. Et là tout ça en entier a pu être vu par les astronautes cette nuit. C'est bien ça. En gros toute cette partie là qui avait jamais été observée à l'œil nu, là on a pu voir tout le rectangle quoi. C'est bien ça. Je me trompe pas. C'est bien ça. Dites-moi si je me trompe. Non, c'est bien ça, je pense que c'est bien ça. En vrai, lors d'un briefing, ils ont dit un truc du genre on va faire le briefing, mais c'est du temps où on peut pas profiter de la Lune. Quoi? J'ai pas compris ton message. Bon, on va lire la suite, je suis en train de m'en mêler. Ok. Au cours de la journée de lundi, les 4 astronautes ont baptisé un cratère lunaire en l'honneur de Carol Taylor Wiseman, épouse du commandant de la mission, Reed Wiseman, qui est mort d'un cancer en 2020. Ok.
Il y a un relief dans un bel endroit sur la Lune, à la frontière entre la face visible et la face cachée, a annoncé le Canadien Jeremy Hansen lors de la retransmission, peu après que leur appareil a dépassé le record de distance de la Terre. À certains moments du transit lunaire, vous pourrez le voir de la Terre. C'est un point clair sur la Lune, nous voudrions le baptiser Carol, a-t-il annoncé. Les astronautes ont baptisé un autre cratère Integrity, qui est le nom donné par l'équipage à son vaisseau, avant plusieurs heures d'observation rapprochée de la Lune. Selon un porte-parole de la NASA à Houston, la demande des astronautes sera déposée auprès de l'Union astronomique internationale afin d'entériner les noms des 2 cratères. Ok. Bah c'est stylé de fou, hein. C'est vraiment stylé de fou, hein. Moi je suis désolé, mais... Enfin je suis désolé, non je suis pas désolé, mais franchement, la classe. Il y a un petit sujet comme ça, on peut voir les images. You look beautiful. On va regarder un peu les images, on va regarder les petits extraits, et puis après on passera à la suite. And from up here, you also look like one thing. You know, Et vous Homo d'ici formez un tout. sapiens is all of L'homo us, sapiens no c'est matter le tout, where you're from peu or, importe d'où on vient. you know what you look Ou à like. quoi on We're all ressemble. one people. Nous ne And so, formons you know, qu'un we seul peuple. call Nous savons, on appelle les amazing exploits things that humains humans do moonshots des missions for a lunaires reason. pour une raison. Because this brought us together Car cela and nous a showed unis us what we can do et when we montré ce que put nous pouvons faire. not just Quand nous putting ne our mettons pas differences seulement nos aside, différents de when we côté, bring our differences mais quand nous together unissons and nos use all différences the et utilisons strengths to toutes les forces pour accomplish accomplir something great. quelque chose de grand. Ça c'est bien, ça c'est du wokisme, je reconnais. Ça c'est du wokisme. Ça c'est du wokisme, ça me plaît beaucoup. Non mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Genre vraiment, c'est toujours pareil, les scientifiques, par rapport aux politiciens et compagnie, à chaque fois ils sont beaucoup plus woke quoi. Ils sont vraiment en mode, peut-être pas tous les scientifiques, il y a des scientifiques c'est des sales connards. On parlait de Werner von Braun tout à l'heure, c'était un nazi littéralement, et pourtant il a participé à la conquête spatiale. Certes, évidemment, mais il y a quand même ce profil scientifique, et moi je trouve vraiment, ça fait partie des choses que je trouve belles dans l'humanité, je trouve ça vraiment émouvant. C'est ce profil-là un peu de scientifiques qui sont suffisamment intelligents, on va dire, pour pas être des espèces de sales racelards bizarres, nationalistes, etc. quoi. Je dirais qu'il y a quand même, pas tous les scientifiques, hein, mais il y a quand même une tendance chez les hommes et les femmes de science à être plutôt, on va dire, progressistes, plutôt de gauche, quoi, parce qu'ils savent très bien comment fonctionne la science. Si tu commences à être excluant, à être en mode genre non, la science doit être instrumentalisée pour la grandeur d'une nation, etc. Ils savent que c'est pas comme ça que ça marche la science. La science, c'est tu fais tes recherches avec ton équipe dans ton laboratoire, et le but c'est de rajouter du savoir humain au savoir déjà préexistant et faire avancer l'humanité, quoi. Logiquement, quand t'es un scientifique, t'as cette volonté de faire avancer le niveau de savoir de l'humanité tout entière, quoi. Et donc c'est un truc qui se fait collectivement à l'échelle internationale, quoi. Je veux dire, t'as une fibre internationaliste normalement quand t'es un scientifique. Pas tous, hein. Pas tous, mais je veux dire, il y a quand même ce profil de scientifique qui est plutôt internationaliste. Et souvent, des scientifiques, quand ils prennent un peu la parole politiquement, souvent ils prennent pas trop la parole politiquement. Et souvent, c'est pour dire ah bah non, on va pas exclure des nationalités, de la science, etc., etc. Et quand tu vois quand je dis ça, je parle des chercheurs et des scientifiques un peu sérieux, hein. Je parle pas des tech bros de l'IA. Après, des scientifiques, il y en a, c'est des raclures, évidemment. Mais je parle de ce profil de scientifique là, quoi. Et ne serait-ce que quand tu vois la politique de Trump par rapport à la recherche aux États-Unis, il y a vraiment cet aspect où Trump détruit la recherche américaine, quoi. Il est là, il veut économiser de l'argent, et puis les fascistes, ils aiment pas tant que ça la science, quoi. Généralement, ça fait battre leur discours en brèche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tous les scientifiques sont pas comme ça, mais il y a quand même un profil de scientifique qui est quand même un peu par essence internationaliste, scientifique, etc., etc., quoi. Donc pas tous les scientifiques, mais je veux dire, il y a quand même ce truc de scientifique plus dans la recherche, plus dans ces trucs-là que vraiment que les tech bros, quoi. Voilà. Hello, moi, sauf pour ceux qui collaborent avec les lobbies pour produire de fausses études. Mais oui, évidemment, il y a des immenses raclures parmi les scientifiques. Scientifique, ça veut un peu rien dire. Mais je parle de ce profil type de scientifique. C'est un truc qui existe, quoi. Voilà. 9 dentistes. Mais je parle des scientifiques, je parle pas des dentistes. Vous êtes sérieux? Je vous parle des astrophysiciens. Vous me dites, oui, bah les dentistes, c'est pas des scientifiques, les dentistes. Quand je dis ça, je parle pas de ça, quoi. Je parle pas de ça. Je parle des chercheurs et des gens comme ça. Alors après, il y a des chercheurs, c'est des gros FDP, évidemment. Il y a des gros FDP dans tous les milieux, quoi. Mais il y a quand même ce profil type de scientifique qui se retrouve à se dire, voilà, moi je suis là pour apporter du savoir à l'humanité, et cette tendance un peu à être internationaliste, à être un peu humaniste, quoi. C'est une sensibilité qui existe et qui est assez répandue chez les hommes et les femmes de science. Pas tous. Voilà. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même un truc comme ça, quoi. Il y a quand même un truc comme ça. Ce qui veut pas dire que tous les scientifiques par essence sont hyper basés. Mais vous voyez là, le discours qu'il a, c'est quand même un truc. La force de l'union, mettons. Enfin. Ouais, ça c'est un type de scientifique, on va dire. Un type de chercheur qui est un petit peu dans ce truc-là. Vous voyez? Et donc, moi je trouve ça beau en tout cas. Voilà. La science et le. Comment dire? La science et la recherche comme une contre-proposition à cette espèce de nationalisme et de fascisme anti-intellectuel. C'est quand même un truc qui existe, quoi. Voilà, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les scientifiques, mais c'est quand même un truc qui existe. Et moi, je pense que c'est une réalité, quoi.
Cette manœuvre clé, l'une des plus importantes de la mission, a débuté. Bon bah ouais, ok. Il a fallu près de 6 minutes au vaisseau Orion pour s'arracher de l'orbite terrestre. Il y a eu un moment, il y a environ 1 heure, où le centre de contrôle de Houston a réorienté notre navire alors que le Soleil est derrière la Terre. Et je ne sais pas ce que nous attendions tous à voir à ce moment-là, mais on pouvait voir le globe entier d'un pôle à l'autre. On pouvait voir l'Afrique, l'Europe, et en regardant de très près, on pouvait même voir des aurores boréales. C'était le moment le plus spectaculaire, nous sommes tous restés bouche bée. Je dois vous dire, il n'y a rien de normal là-dedans. Envoyer 4 humains à des milliers de kilomètres de la Terre est un effort herculéen, et on commence tout juste à en prendre conscience. L'une des plus grandes surprises oh là 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 là, vous parlez trop vite, j'arrive plus à traduire. On va rembobiner un peu. L'une des plus grandes surprises a été la fluidité du pilotage de ces moteurs à propulsion. Nous nous attendions tous à un voyage vraiment mouvementé, beaucoup de turbulences. Nous étions préparés à l'éventualité de ne pas pouvoir consulter la télémétrie, voire utiliser les commandes. Mais c'était très fluide. Roger, roll pitch. Stylé, hein? Stylé de fou. Ça dépend des conditions de travail, des conditions matérielles, des scientifiques, mais c'est pas qu'une question de personnalité. Alors après, non mais, je parlais pas de genre des scientifiques dans la vie de tous les jours forcément, mais plus cette espèce de sensibilité qu'ont certains scientifiques à tendre vers un peu un truc d'internationalisme, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est une sensibilité qui existe, quoi. Je sais pas, hein. Même tous les scientifiques qui vont dans l'espace à chaque fois, ils disent tous la même chose. Ils sont en mode genre, quand on voit la Terre de loin, on se dit qu'on a une seule planète, ça serait bien de la sauver du réchauffement climatique, et la guerre, c'est mal. Genre, tous les scientifiques qui vont dans l'espace, ils disent tous ça à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais bon. Après, parfois, vous êtes des espèces de doomers, quoi. Parfois, vous êtes des espèces de doomers, je suis en mode, il y a quelque chose de beau dans la science. Il y a quelque chose d'un peu antifasciste, pas... Il y a une possibilité antifasciste dans la science, et vous êtes en mode genre, ouais, il y a Tech Bro, la Silicon Valley quand même. Bah oui, je sais, mais il y a cette sensibilité, cette possibilité qui existe là en tout cas. Et ça, moi je dirais jamais le contraire. Je le pense vraiment fort, quoi. Voilà. Bref. J'ai pas regardé Oppenheimer. Mais après, oui, il y a toute cette pensée en mode parfois, oui, cette espèce de truc de recherche, ça peut mener à faire des armes et à créer le mal. Et ça craint. Ça, c'est le thème qu'il y a dans, comment ça s'appelle, dans Le vent se lève de Miyazaki, par exemple. Donc, c'est en mode le rêve de pouvoir voler, que l'humain puisse voler en faisant des avions. Est-ce qu'on doit poursuivre ce rêve? Parce que c'est beau, en fait, de se dire, réussir à faire des avions pour que l'homme puisse voler. Il y a un côté où, en tant que scientifique de l'aéronautique, il y a un truc qui est beau là-dedans. Mais si, au final, poursuivre ce beau rêve, ça amène à créer des avions de chasse et à des armes de guerre, est-ce qu'on doit le poursuivre? À quel prix on doit poursuivre ce rêve? J'imagine que c'est un peu le thème de Oppenheimer que j'ai pas vu. Mais voilà, il y a ça aussi, effectivement. Mais bon. Je trouve qu'il y a quand même cette espèce de truc de sensibilité des scientifiques où, voilà, quoi. On vit dans un monde qui est tellement atroce. Le fascisme et tout. Je sais pas. C'est souvent l'inverse aussi. Sans les militaires, on n'aurait pas plein d'inventions géniales. Ouais. C'est vrai. Même rêve dans Porco Rosso. Ouais. Bah, Porco Rosso, ça parle aussi d'aviation, mais c'est un peu différent. Enfin, dans le sens où c'est vraiment Le vent se lève, c'est vraiment le thème principal du film, quoi. Voilà. Toutes les belles inventions sont dévoyées, c'est un classique de l'humanité. Ouais. Bah après, sur la recherche spatiale, ça dépend. Je sais pas. Faire des télescopes, par exemple, pour aller prendre des photos de nébuleuses dans l'espace, là. Est-ce que ça a été dévoyé? Je sais pas, hein. Les fameux piliers de la création. Mais moi j'aime trop ça en vrai. Moi ces photos là vraiment je trouve ça magnifique. Je sais pas, j'ai toujours bien aimé cet aspect là. Cette magnifique photo. Bon après elle est un peu retouchée peut-être, je sais pas. Donc ça c'est une des photos les plus connues qui a été prise par Hubble. Ça s'appelle les piliers de la création. La technologie qui a permis de prendre ça en photo. Comment elle a été dévoyée par l'humanité? Elle a été dévoyée par l'humanité? C'est une question premier degré. Je sais pas, hein. Je trouve que l'humanité réussit à prendre ces photos, worth dans tous les cas, hein. Je sais pas. Le GPS et Internet, ça a été créé pour les militaires. Ouais. Certes. Mais je parle vraiment sur l'aspect optique. Pas sur l'aspect satellitaire. Oui, pour espionner les voisins par la fenêtre.
C'est forcément retouché. De base, c'est noir et blanc. Bah, de base, c'est même pas de la lumière visible, voilà quoi. Moi, c'est un truc, quand j'ai compris ça, ça m'a rendu très triste. Ouais, il y a peut-être un filtre, je sais plus, mais attendez. Il y a plusieurs versions de la photo. Mais en fait, il y a un truc, un jour, ça m'a rendu très triste, c'est que je me suis dit, les photos comme ça, là, de nébuleuses à chaque fois, là. En fait, ça dépend de comment tu la regardes. Avec de quelle lumière t'observes. Mais un jour, j'ai compris qu'en fait, les photos comme ça, tu pouvais pas les voir à l'œil nu. C'était des vraies photos, hein. Voilà, des photos comme ça. C'est des vraies photos. C'est des vraies photos. Mais en fait, c'est pas de la lumière visible. En fait, les couleurs, ça a été mis pour que ça corresponde au changement de longueur d'onde, vous voyez. Mais en fait, tu peux pas voir ça avec les yeux. Tu peux voir ça avec la caméra adaptée. Et c'est des vraies choses qui existent, qui sont observables. Mais pas avec des yeux d'humains. Avec d'autres yeux que les humains, tu vois ça. Effectivement. Mais pas avec nos yeux d'humains. Donc un jour, j'ai compris qu'on pourrait pas voir ça avec nos yeux d'humains en faisant dans un vaisseau spatial, et ça m'a rendu un peu triste. Voilà. Voilà. T'imagines pas la technologie rien que sur les lentilles et les capteurs optiques qui servent autant au spatial qu'au militaire pour améliorer les systèmes de visée, de mise au point automatique, etc. Bon, ok. Avec des yeux de mouche. Ah, faut d'autres yeux. Mais d'autres yeux, ça s'appelle des objectifs en fait, d'autres objectifs quoi. Bref. Parce que les yeux, c'est une caméra finalement. Bon, bref. Je suis des banalités un peu. Hein. Peut-être qu'il y a des gars qui connaissent bien ce sujet-là qui sont en mode oh, il a dit des banalités, Ribot là. Il fait le mec qui connaît la science, il y connaît que dalle. Tu veux parler de politique plutôt? Bouffon, va. Bref. Bon, c'est cool en tout cas tout ça. C'est cool. Non? Moi je trouve ça cool.